Nous allons passer sur la communication sur les intervalles courts en DMLA. En bref, ceux qui nous ennuient un petit peu actuellement. Voici pour mes liens d'intérêt. Donc, les unmet needs en DMLA sont les suivants. Le constat à ce jour est le suivant, en tout cas avec les molécules de première génération. Nous avons encore un quart de patients qui sont en dessous de l'intervalle Q8 dans notre expérience clinique de tous les jours. Alors, nous l'avions déjà pointé, mais petitement, avec l'étude ARIES, qui a étudié la Fibercept entrée en extinde précoce versus différée à 2 ans. Vous avez les résultats des intervalles ici sur cette diapositive, et nous nous sommes beaucoup occupés des grands intervalles, parce que c'était savoir si on pouvait monter beaucoup avec la Fibercept à l'époque. Mais vous voyez que de l'autre côté, à gauche du schéma, eh bien, nous avions déjà des patients qui restaient en dessous de Q8 ou à Q8 sans aller au-delà. L'étude post-hoc d'ARIES a regardé ça d'un petit peu plus près et ils ont regardé quels étaient les patients qui étaient dits en traitement intensif. Et leur définition pour cette étude post-hoc, c'est au-delà de la loading dose, des patients qui ont au moins une injection en dessous de Q8. Et ils ont 2 messages importants sur cette étude post-hoc ARIES. Le premier, c'est que ils retrouvent environ 23% de patients qui sont dits en traitement intensif. Vous allez voir que c'est quand même un chiffre qui va revenir dans beaucoup d'études, et que le passage en traitement intensif, c'est le schéma en haut à droite, est possible à distance de la loading dose. On fait une loading dose, tout se passe bien, on arrive à monter, puis on est obligé de redescendre à un moment donné. Voilà, donc l'autre message, c'est que c'est pas parce que vous avez un traitement qui est intensif au départ que vous n'allez pas pouvoir remonter en intervalle plus tard, puisque vous voyez que 60% des patients, en bas à droite, vont pouvoir atteindre au moins une fois Q8 ou plus, ces gens qui étaient intensifs, plus tardivement et dans le temps. Et vous voyez qu'ils peuvent monter à Q10, Q12, même certaines fois sur des plus longs intervalles. Donc tout n'est pas perdu pour ces patients. Une étude de vraie vie sur la Fibercept montrait également sur 4 ans que vous avez à peu près 18% qui sont inférieurs à Q8 pour la première année. La 4e année, on est toujours sur les 22%. Donc on a toujours ces patients qui sont présents dans toutes les études. Et là, nous avons l'impact du critère de retraitement. C'est quand on parle de patients intensifs, il faut savoir si c'est simplement une fois que le patient est descendu en dessous de Q8 ou est-ce que ce patient a eu de manière consécutive et a dû rester de manière consécutive sur des petits intervalles. Et là, on voit très bien cette étude anglaise que selon le critère dont vous parlez, les résultats sont très différents et que dans ce cas de figure, vous avez à peu près 60% des patients qui ont au moins 2 injections inférieures à Q8. Donc vous voyez, ces patients, on les retrouve dans toutes les études en fait. Voilà, l'étude du FRB, intéressante, étude européenne à 2 ans, qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, donc cette année, sur plus de 2000 patients. Et là encore, ils ont stratifié les patients en fonction de leur réponse. Et le premier groupe de patients était des patients qu'ils appelaient à haut fardeau thérapeutique, des patients qui ont un intervalle de réinjection inférieur à 42 semaines, donc globalement inférieur à Q6. Et ils retrouvent sur ces patients européens, vous voyez, toujours ce chiffre, environ un quart des patients, ici 25% des patients, qui sont inférieurs à Q6, avec des facteurs de risque qui sont identifiés. Donc là encore, nous sommes sur les mêmes chiffres. Ça va bien passer pour la prochaine. Donc nous avons dans le service analysé ces patients également, dans notre propre expérience. Nous avons fait une photo de service et c'est le docteur Matagrin qui a fait sa thèse sur le sujet, qui est actuellement dans le service, est revenu de Paris et qui a analysé ces patients en haut fardeau thérapeutique. Et nous avons mis une autre définition encore sur le haut fardeau thérapeutique parce que moi, je voulais vraiment avoir une définition qui soit cliniquement, de vraie vie. C'est ces patients, nous avons défini comme cela, qui, lors de la première année de traitement, ne dépassent jamais Q8. On n'arrive pas à les monter à Q8 et à les dépasser au-delà. Et on en a des patients comme ça. Donc on a fait une photo de service et là encore, on retombe sur le 25% sur les molécules de première génération. On les a suivis, vous voyez, sur 5 ans. Dans 3 quarts des cas, c'est des types 1. Donc là, c'est une typologie. Vous savez que les 3 quarts des cas, les 2 tiers des cas. Les 2 tiers des cas, c'est des types 1. Et 2 tiers, c'est à peu près la proportion normale dans les typologies de type de néovaisseau.
Et le message qui a été intéressant, c'est que ces patients, à un moment donné, on va pouvoir les élever en intervalle, mais il y a simplement la moitié d'entre eux qui vont pouvoir monter au-delà de Q8 avec les molécules de première génération, et ils montent très tardivement. Ils montent en moyenne au-delà de 4 ans. Voilà. Par contre, le super bon message pour ces patients, et moi je leur dis quand ils commencent un petit peu à en avoir assez de ces intervalles d'injection fréquents, c'est qu'ils ont maintenu leur acuité visuelle à 5 ans, ce que je trouve vraiment exceptionnel, et ça a été retrouvé dans d'autres études. Voilà, donc le type 1, dans cette strate de patients qui ont des hauts fardeaux thérapeutiques, c'est celui qui résiste le plus à l'allongement des intervalles. Donc il faut le dire parce qu'on ne le dit peut-être pas forcément assez. On pense que le type 1, eh bien, effectivement, il est beaucoup injecté mais qu'on peut allonger. Non, ce n'est pas forcément toujours vrai. Et pour le démontrer, on a fait 2 études en miroir. La première étude qui a analysé les patients qui montent en intervalle au-delà de Q12, mais très facilement. On fait la loading dose et on monte et on monte et on monte. Et là, on se trouve avec 63%, vous voyez, 2/3 de patients qui sont des types 1. Et puis, quand on regarde les patients qui, au contraire, sont en haut fardeau thérapeutique, je les ai mis en rouge, c'est ceux qui nous ennuient, on retombe sur ce 2% de type 1. Ce qui veut dire qu'on a vraiment 2 profils de patients de type 1. On en a qui sont en haut fardeau thérapeutique et d'autres qui vont monter très facilement. Et donc cela veut dire qu'on a vraiment d'autres facteurs qui vont entrer en ligne de compte pour expliquer le haut fardeau thérapeutique. Il y a des facteurs d'agressivité de la membrane néovasculaire qu'il nous reste à déflorer, et certainement que la réponse passe par l'analyse cytokinique de ces patients qui sont résistants. Et certaines études ont déjà montré que, par exemple, si les patients sécrètent beaucoup d'interleukine 6, ces patients ont des plus mauvais pronostics, tant en DMLA qu'en OMD. Et donc, il y a vraiment une nécessité de mieux comprendre ces agressivités de membrane néovasculaire et qui sont bien sûr reliées directement à la capacité d'allongement ou pas. Quel constat avec les nouvelles molécules ? Eh bien, avec le brolucizumab, nous avons l'étude Talon qui a mis face à face les 2 molécules en tritandextane, donc on peut vraiment les comparer. Et vous voyez ici les résultats à 64 semaines. Dans le cas de l'aflibercept, on est à 42% de Q4, ce qui me semble quand même assez élevé. Et du côté brolucizumab, nous sommes plus qu'à 23%. Mais 23%, on est encore sur ce chiffre-là de court intervalle. Les études avec le faricimab, lorsqu'on regarde bien ces heatmaps des patients, je le répète, chaque ligne est un patient et les codes couleurs correspondent aux intervalles, eh bien on se rend compte qu'à la fin de la 2e année, nous avons 22% qui sont en Q8. Donc vous voyez, on a encore des patients qui sont encore en haut fardeau thérapeutique. Et l'étude Pulsar, lorsqu'on regarde à 96 semaines, complètement à droite de la heatmap, nous sommes à 11% de patients qui sont sur du Q8. Donc nous progressons avec les molécules de 2e génération, mais nous avons encore une frange de patients qui seront en haut fardeau thérapeutique. Donc la conclusion, eh bien, d'après ce qu'on vient de présenter, les études que nous avons retrouvées, c'est que même si les patients sont en haut fardeau thérapeutique, il faut pouvoir les rassurer parce qu'ils ont quand même des bons pronostics fonctionnels. On les traite beaucoup, au prix certes de beaucoup d'injections, mais quand même c'est un message important pour améliorer et maintenir l'adhérence de nos patients à ces hauts fardeaux thérapeutiques. 1/4 des patients actuels, peu de prédictibilité. On espère les résultats des profils cytokiniques pourront nous aider pour mieux comprendre cela, et l'intérêt bien sûr des nouvelles molécules et des nouvelles voies de signalisation aujourd'hui et demain. Je vous remercie.